Je m'appelle Jean Dubois et j'ai aujourd'hui 62 ans. Ce n'est pas un âge pour commencer une nouvelle vie, et pourtant, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Mon histoire, la véritable histoire de ma vie, commence il y a 7 ans, par une après-midi d'octobre particulièrement fraîche, une de ces journées où le Mistral commence à murmurer ses menaces hivernales à travers la Provence. C'est ce jour-là que ma compréhension de la richesse, de la véritable fortune, allait être bouleversée à jamais. J'avais passé l'intégralité de ma vie d'adulte le dos courbé sur des carcasses de métal, les mains plongées dans le cambouis. 35 années de vidange, de réparation de freins et de remise à neuf de moteur. C'était un travail honnête, un labeur dont je tirais une fierté silencieuse, même s'il avait laissé sur mes mains des taches que nul savon ne pouvait effacer et dans mon dos une douleur sourde devenue ma compagne de chaque instant. Je ne m'étais jamais marié, n'avais jamais eu d'enfant. Ma vie se déroulait en solitaire dans un petit logement au-dessus d'un pressing, un appartement simple où chaque objet avait sa place depuis des décennies. Mon existence était un ballet immuable, une routine simple et solitaire, rythmée par le vrombissement des moteurs et le silence de mes soirées. Cet automne-là, précisément, mes affaires tournaient au ralenti. Mon petit garage, habituellement fréquenté par les habitués du coin, était étrangement calme. C'est alors que j'ai reçu un appel inattendu. On m'avait engagé pour effectuer des réparations sur le système de chauffage d'un vieil immeuble en pierre de taille dans un village pittoresque voisin, un de ces joyaux de Provence aux ruelles tortueuses et aux placettes ombragées de platanes. La bâtisse avait été magnifiquement rénovée et convertie en plusieurs gîtes de luxe, et la société de gestion immobilière m'avait contacté en urgence, leur artisan habituel étant surchargé de travail. Je n'avais pas l'habitude de travailler pour des particuliers, préférant de loin la logique implacable et prévisible du monde automobile, mais la paie était bonne et le besoin de travail pressant. Je suis donc arrivé au village vers 14 heures, ma vieille caisse à outils rouge, cabossée par les années de service, dans une main, et mon gilet de travail aux multiples poches déjà sanglées sur mes épaules. Le lieu était d'une beauté intemporelle. L'immeuble se dressait fièrement, sa façade en pierre de taille dorée par des siècles de soleil. Des marches de pierre usée, polies par le passage de générations, menaient à une lourde porte en bois ornée de ferronnerie. Des détails architecturaux, des sculptures discrètes au-dessus des fenêtres, témoignaient d'un savoir-faire que l'on ne voit plus dans les constructions modernes. Des feuilles mortes, aux couleurs d'or, d'orange et de rouille, s'étaient accumulées sur les marches et dans les coins, créant un tapis craquant sous les pieds. J'étais en train d'examiner l'unité de chauffage extérieur, un appareil moderne qui détonnait légèrement contre la pierre ancienne, lorsque j'entendis une petite voix fluette derrière moi. « Excusez-moi, monsieur. » Je me suis retourné et j'ai découvert une petite fille, debout à quelques pas. Elle ne pouvait avoir plus de 4 ou 5 ans. Des mèches de cheveux blonds et fins s'échappaient d'un bonnet de laine rose surmonté d'un pompon. Elle portait une petite robe bleu clair qui semblait bien trop légère pour la morsure du vent, et serrait contre sa poitrine un vieil ours en peluche à l'œil manquant. Mais ce qui me frappa le plus, ce fut son teint. Elle était d'une pâleur presque diaphane, comme si la lumière passait au travers, et ses yeux étaient cernés de halos sombres qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir. « Bonjour, petite, dis-je en me redressant lentement, mes articulations protestant. « Est-ce que tout va bien? Où sont tes parents? » « Maman est en haut, dit-elle d'une voix si faible que je dus me pencher pour l'entendre. Mais je n'arrive pas à monter toute seule. Il y a trop de marches. Mon regard se posa sur l'escalier de pierre. Il devait y avoir une quinzaine de marches, tout au plus, et elles n'étaient pas particulièrement raides. Pour un enfant en bonne santé, cela n'aurait été qu'un jeu. « Tu te sens malade? » demandai-je avec toute la douceur dont j'étais capable. Elle hocha la tête, puis un éclair de malice enfantine illumina son visage fatigué. Une détermination soudaine crispa ses petits traits. « Si vous me portez jusqu'en haut, je vous dirai un secret. » La proposition était si sérieuse, si sincère, que je me surpris à sourire malgré ma confusion. Où était donc sa mère? Pourquoi la laissait-elle seule dehors par ce temps? Un secret, hein? Ça a l'air important. Mais d'abord, on ne devrait pas prévenir ta maman que tu es là? Elle sait. Elle regarde par la fenêtre, affirma la petite fille en pointant un doigt potelé vers le ciel. Je suivis son geste et aperçus, à une fenêtre du 2e étage, le visage d'une jeune femme. De cette distance, son expression était indéchiffrable, un mélange d'inquiétude et d'épuisement. « Très bien, alors, dis-je en déposant délicatement ma caisse à outils sur le sol. Allons te mettre au chaud. » Je m'agenouillai.
La petite fille, avec une agilité surprenante, grimpa sur mon dos. Son ours en peluche se retrouva écrasé entre nous. Elle ne pesait presque rien. Son poids était si insignifiant qu'il en était alarmant, bien plus légère qu'une enfant de son âge ne devrait l'être. Je la portai lentement, gravissant une à une les marches de pierre, conscient de l'extrême fragilité de ce petit corps, de la nécessité de me mouvoir avec une précaution infinie. « Comment t'appelles-tu » lui demandai-je pour briser le silence pendant notre ascension. « Manon » murmura-t-elle près de mon oreille. « Et vous » ? Je m'appelle Jean, mais la plupart des gens m'appellent Jeannot. C'est un joli nom. Ça sonne fort. Nous atteignîmes le palier. Je la reposai au sol avec une infinie délicatesse. Elle vacilla légèrement, et je gardai une main près de son épaule, prêt à la rattraper. Voilà, Manon, je t'ai monté. Alors, quel est ce fameux secret que tu voulais me raconter ? Elle leva vers moi ses grands yeux, des yeux d'une gravité et d'une sagesse qui n'appartenaient pas à son âge. Puis, elle se mit sur la pointe des pieds, se pencha vers moi et chuchota à mon oreille, son souffle chaud contrastant avec l'air froid. Le secret, c'est que ma maman pleure toutes les nuits. Elle croit que je dors, mais je l'entends. Elle a peur parce que je suis malade et que les médicaments coûtent trop cher. Mais je crois que vous pourriez nous aider. Vous avez des yeux gentils. Avant que je puisse formuler la moindre réponse à cette révélation déchirante, la porte de l'immeuble s'ouvrit à la volée et une femme se précipita dehors. C'était la jeune femme de la fenêtre. Elle devait avoir la fin de la vingtaine, avec les mêmes cheveux blonds que Manon, mais tirés en une queue de cheval désordonnée. Elle portait une blouse d'infirmière et son visage était un masque où se lisaient à parts égales le soulagement et l'inquiétude. « Manon. Je t'avais dit d'attendre à l'intérieur avec Madame Dupont. » Elle prit la petite fille dans ses bras, la serrant fort contre elle, puis se tourna vers moi, ses yeux emplis d'excuses. « Je suis tellement désolé. Elle vous a dérangé ? » Je me suis absenté juste une minute pour. Elle ne m'a pas dérangé du tout, l'interrompis-je doucement. Elle avait juste besoin d'un coup de main pour monter les escaliers. Le visage de la jeune femme se contracta. Elle pinça les lèvres, comme pour retenir une vague d'émotion qui menaçait de la submerger. Merci. Je suis Léa Martin. Nous habitons au 2B. Vous devez être le réparateur. Jean Dubois. Oui, madame. Je viens pour votre système de chauffage. Je travaille à l'hôpital, expliqua-t-elle, tenant toujours Manon blottie contre elle. Normalement, ma voisine garde Manon pendant mes gardes. Mais Madame Dupont avait un rendez-vous. J'essayais juste de descendre à la boulangerie du coin en vitesse pendant que Manon se reposait. Mais elle a dû se réveiller et venir me chercher. Je voulais voir les feuilles, dit Manon, sa voix étouffée contre l'épaule de sa mère. Elles sont si jolies quand elles tombent. Les yeux de Léa s'emplirent de larmes qu'elle s'efforçait de dissimuler. Je sais, mon bébé, mais tu sais bien que tu ne dois pas te promener toute seule. Tu te fatigues beaucoup trop vite. C'est Monsieur Jean qui m'a porté, annonça fièrement Manon. Et je lui ai dit le secret. Le regard de Léa se fixa sur moi, la peur et l'embarras se livrant une bataille sur son visage. Quel secret? Je pris une décision en une fraction de seconde. Elle m'a raconté que les feuilles d'automne sont magiques si on fait un vœu en les regardant tomber. Des histoires d'enfants. Le soulagement sur le visage de Léa fut palpable, presque physique, même si je pouvais deviner qu'elle se doutait que je dissimulais la vérité de ce que Manon avait réellement dit. Je vois. Eh bien, merci encore, Monsieur Dubois. Nous allons vous laisser travailler. Elle emporta Manon à l'intérieur, et je retournai à mes outils. Mais ma concentration s'était envolée. Mon esprit était incapable de se focaliser sur les tuyaux et les circuits du système de chauffage. Je ne cessais de repenser aux mots de cette petite fille, aux larmes d'une mère la nuit, à des médicaments trop chers, à une enfant visiblement très malade. Au cours des heures suivantes, tandis que je diagnostiquais et réparais les problèmes de chauffage, j'en appris davantage sur Léa et Manon grâce à Madame Dupont, la voisine âgée qui vivait au 2A. Elle descendit me trouver alors que je travaillais dans la chaufferie au sous-sol et engagea la conversation, comme le font souvent les gens qui s'ennuient. Cette pauvre jeune femme, dit Madame Dupont en secouant la tête, son visage ridé empreint de compassion. Elle enchaîne les gardes à l'hôpital, rentre épuisée. Et cette adorable petite qui est de plus en plus malade. Le père s'est enfui quand le diagnostic est tombé.
Il n'a pas supporté, je suppose. Il les a laissés sans rien. Qu'est-ce qu'elle a, la petite Manon? Demandai-je, bien que je ne sois pas certain d'avoir le droit de le savoir. Une leucémie. Elle suit un traitement, mais l'assurance ne couvre pas tout. Léa est noyée sous les dettes médicales, elle s'épuise au travail, et l'état de la petite ne s'améliore pas aussi vite que les médecins l'espéraient. Ça fend le cœur. Ces mots tournèrent en boucle dans ma tête tout le reste de la journée, pendant que je terminais mon travail. J'y pensais en rentrant chez moi dans mon appartement vide. J'y pensais en m'asseyant seul devant mon dîner simple de quiche et salade. J'avais vécu modestement pendant 35 ans, dépensant peu et épargnant beaucoup, sans but précis, simplement parce que je n'avais ni besoin ni envie de grand-chose. Je n'avais pas de famille à qui léguer mes économies, pas de grands projets pour ma retraite. L'argent dormait à la banque, s'accumulant lentement, sans aucun sens. Cette nuit-là, je pris une décision qui me surprit moi-même. Le lendemain matin, je retournai à l'immeuble en pierre de taille. J'avais prétexté auprès de la société de gestion que je devais faire une dernière vérification du système, ce qui n'était pas entièrement faux, mais ma véritable raison était de parler à Léa. Je frappai à la porte de l'appartement 2B vers 10 heures, espérant la trouver entre deux gardes. Léa ouvrit, vêtue d'un pantalon de jogging et d'un vieux t-shirt de faculté, l'air encore plus épuisé que la veille. « Monsieur Dubois? Il y a un problème avec le chauffage? » « Non, madame. Tout fonctionne parfaitement. En fait, je voulais vous parler d'autre chose. Puis-je entrer? » Elle hésita un instant, son regard méfiant, puis s'écarta pour me laisser passer. « Bien sûr. Manon dort, alors si nous pouvions parler à voix basse. » L'appartement était petit, mais d'une propreté immaculée. Les murs étaient couverts de dessins d'enfants, des explosions de couleurs vives au crayon et au feutre. Du matériel médical était discrètement rangé dans les coins, une petite bouteille d'oxygène, divers médicaments organisés sur une étagère en hauteur. Des papiers et des fiches de rendez-vous recouvraient la porte du réfrigérateur. « Mademoiselle Martin, commençai-je, puis je m'arrêtai, ne sachant comment formuler ce que j'étais venu dire. « Léa. Manon m'a dit quelque chose hier. Le vrai secret. » Le visage de Léa devint blême. « Monsieur Dubois, je suis vraiment désolé si elle. Ne vous excusez pas. C'est une enfant qui affronte une épreuve qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à affronter. Et elle s'inquiète pour vous, tout comme vous vous inquiétez pour elle. » Léa s'effondra sur le canapé, l'air complètement abattu. « Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. Vous êtes un étranger. Mais oui, c'est devenu impossible. Les factures médicales m'écrasent. Je travaille autant que je peux, mais ce n'est jamais assez. J'ai du retard sur le loyer, du retard sur tout. Je passe mes nuits éveillées à me demander combien de temps je vais pouvoir tenir. Ce qui arrivera si je n'y arrive plus. Et Manon le sait. Peu importe à quel point j'essaie de le cacher, elle le sent. De combien avez-vous besoin? Demandai-je directement. Elle leva vers moi un regard confus. Pardon? Pour les factures médicales. Pour les traitements. De combien avez-vous besoin? Monsieur Dubois, je ne peux pas vous demander. Vous ne demandez pas. Je propose. Combien? Elle me dévisagea comme si je parlais une langue étrangère. Je ne pourrai jamais. Pourquoi feriez-vous une chose pareille? Parce qu'une petite fille avec un bonnet rose m'a confié un secret, et que ça m'a brisé le cœur. Parce que j'ai passé 35 ans à vivre seul et à économiser un argent dont je n'ai pas besoin pour un avenir qui ne m'intéresse pas particulièrement. Parce que peut-être que cet argent était destiné à ça depuis le début. Léa se mit alors à pleurer. De vrais pleurs, des sanglots profonds qui secouaient tout son corps. Je me sentis maladroit et impuissant. Je n'ai jamais su quoi faire face aux larmes. Les factures impayées s'élèvent à environ 47 000 €, dit-elle finalement entre deux sanglots. Et ça, c'est juste ce qui est déjà en retard. Le traitement en cours coûte environ 3 000 € par mois que l'assurance ne couvre pas. Les médecins disent qu'elle a besoin d'encore 1 an, peut-être 18 mois de traitement. Si ça marche. Si elle y répond bien. Je fis rapidement le calcul dans ma tête. Même avec les coûts mensuels, la somme totale restait bien en deçà de ce que j'avais épargné au fil des décennies.
Cela prendrait la majeure partie de mes économies, ne me laissant qu'un modeste matelas de sécurité. Mais qu'importe? Pourquoi d'autres est-ce que j'épargnais? D'accord, dis-je simplement. D'accord? Répéta Léa, sans comprendre. D'accord, je vais m'en occuper. Monsieur Dubois, vous ne pouvez pas. Jean. Et si, je peux. J'ai cet argent qui dort dans une banque et qui ne sert à rien. Il devrait servir à quelque chose. Il devrait aider une petite fille à guérir et sa mère à dormir la nuit sans pleurer. Léa secouait la tête, pleurant toujours. Je ne peux pas accepter. C'est beaucoup trop. Je ne vous connais même pas. Alors, apprenez à me connaître. Laissez-moi faire partie de la vie de Manon. Laissez-moi venir la voir de temps en temps. Prendre de ses nouvelles. Je n'ai pas de famille, Léa. Je suis seul depuis très longtemps. Il est peut-être temps pour moi de faire quelque chose qui compte vraiment. Ce qui suivit furent plusieurs semaines de logistique et de paperasse. Je rencontrai le service de facturation de l'hôpital, réglai les dettes en cours et mis en place un système pour couvrir les frais de traitement à venir. Léa insista pour traiter cela comme un prêt malgré mes protestations, rédigeant un plan de remboursement, même si nous savions tous les deux qu'elle ne serait probablement jamais en mesure de le rembourser intégralement. Mais plus important encore, je devins une partie de leur vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Je commençai à leur rendre visite régulièrement, apportant à Manon de petits cadeaux, des livres, des fournitures de dessin, des animaux en peluche pour tenir compagnie à son ours. Je la portais dans les escaliers lorsqu'elle était trop fatiguée pour marcher. Je m'asseyais avec elle pendant les longues après-midi où Léa devait travailler, lui lisant des histoires ou jouant à des jeux simples. Manon avait de bons et de mauvais jours. Des jours où elle riait, dessinait et m'inventait des histoires élaborées sur ses peluches. Et des jours où elle pouvait à peine lever la tête, quand le traitement la rendait malade et faible. Ces jours-là, je m'asseyais simplement au bord de son lit, parfois en lisant à voix haute, parfois juste en étant présent. Peu à peu, Léa commença à me faire confiance, à voir que mon offre était sans condition, sans arrière-pensée. Juste un homme seul qui avait trouvé une raison de se soucier de quelqu'un, quelqu'un pour qui compter. « Pourquoi faites-vous tout ça, Jean ?» me demanda-t-elle un soir, après que Manon se fut endormie. « Et s'il vous plaît, dites-moi la vérité. » Je réfléchis à la meilleure façon de répondre. J'ai passé la plus grande partie de ma vie à travailler sur des machines, à réparer ce qui est cassé, à faire en sorte que les choses fonctionnent à nouveau. C'est un travail satisfaisant, mais c'est aussi un travail qui isole. On ne noue pas de relation avec les moteurs. Et quelque part en chemin, j'ai oublié de nouer des relations avec les gens. Je fis une pause, regardant Manon qui dormait paisiblement dans sa chambre. Quand Manon m'a dit son secret, c'était comme me réveiller d'un long sommeil. Il y avait cet enfant qui avait toutes les raisons de se concentrer sur elle-même, sur sa propre maladie et sa peur, mais au lieu de cela, elle s'inquiétait pour sa mère. Elle m'a vu, moi, un parfait inconnu, et a su d'une manière ou d'une autre que je pouvais aider. Que j'avais peut-être besoin d'aider. Vous nous avez tant donné, dit doucement Léa. Plus que de l'argent. Vous avez donné à Manon de la stabilité, de la joie, quelqu'un d'autre qui se soucie d'elle. Vous m'avez donné de l'espoir et la capacité de respirer à nouveau. Comment pourrais-je jamais vous rembourser? Tu ne le feras pas, dis-je simplement. Ça ne marche pas comme ça. Tu le transmettras un jour, quand tu le pourras. Tu aideras quelqu'un d'autre qui en a besoin. Le traitement de Manon se poursuivit tout au long de cet hiver et jusqu'au printemps. Lentement, progressivement, elle commença à y répondre. Ses couleurs revinrent. Les bons jours devinrent plus nombreux que les mauvais. Les médecins furent d'abord prudemment optimistes, puis véritablement pleins d'espoir, avant de pouvoir enfin prononcer le mot « rémission ». J'étais là le jour où Léa a reçu la nouvelle. J'attendais dans l'appartement quand elle est rentrée de son rendez-vous avec l'oncologue de Manon à l'hôpital. Elle a fait irruption par la porte, m'a attrapé et m'a serré si fort dans ses bras que j'ai eu du mal à respirer. Elle est en rémission, Jean. Ils ont dit qu'elle est en rémission. Le traitement a marché. Elle va s'en sortir. Nous avons pleuré tous les deux à ce moment-là. Cette femme que je connaissais à peine un an auparavant, et moi. Deux personnes réunies par le secret d'une petite fille et la capacité d'amour inattendue d'un mécanicien. C'était il y a 7 ans. Manon a maintenant 12 ans.
Elle est en pleine santé et s'épanouit. Elle est au collège, très active au club d'art plastique, et fabrique toujours des origamis compliqués qu'elle offre aux personnes qui, selon elle, ont besoin d'être réconfortées. Léa a terminé ses études d'infirmière et travaille maintenant en oncologie pédiatrique, aidant d'autres familles à traverser le voyage impossible qu'elle a elle-même parcouru. Pendant des années, elles ont essayé de me rembourser l'argent, m'envoyant de petits chèques dès qu'elles le pouvaient. Je les ai déposés sur un compte d'épargne que je n'ai jamais touché. L'année dernière, pour les 11 ans de Manon, je lui ai donné ce compte avec tout l'argent qu'elles avaient remboursé, plus les intérêts. Pour l'université, lui ai-je dit, ou pour n'importe quel rêve que tu voudras poursuivre. Léa a protesté, bien sûr, mais j'ai écarté ses objections d'un geste de la main. Je te l'ai dit quand nous avons commencé tout ça. Il ne s'agit pas de l'argent. Il ne s'est jamais agi de ça. J'ai pris ma retraite de mécanicien maintenant. Mes mains arthritiques m'ont finalement forcé à admettre que je ne pouvais plus supporter le travail physique. Mais je reste occupé. Je suis bénévole à l'hôpital pour enfants où Manon a été soignée, rendant visite aux enfants qui traversent ce qu'elle a traversé. Je suis devenu une sorte de figure de grand-père pour plusieurs familles, offrant mon soutien, parfois une aide financière quand je le peux, mais surtout ma présence et mon affection. Mon petit appartement est rempli de dessins et de cartes d'enfants que j'ai aidés au fil des ans. Je dîne avec Léa et Manon tous les dimanches. J'ai rencontré le nouveau compagnon de Léa, un homme bon nommé Lucas, qui traite Manon comme sa propre fille. J'ai été invité à leur mariage l'été dernier et j'ai conduit Léa à l'hôtel, son propre père étant décédé des années auparavant. J'ai une famille maintenant. Pas par le sang, pas au sens traditionnel du terme, mais de toutes les manières qui comptent vraiment. J'ai des gens qui se soucient de savoir si je me réveille chaque matin, qui m'appellent pour prendre de mes nouvelles, qui m'incluent dans leurs célébrations et leurs journées ordinaires. Tout cela parce qu'une petite fille avec un bonnet rose à pompons m'a dit un jour, si vous me portez jusqu'en haut, je vous dirai un secret. Ce secret a tout changé. Il m'a éveillé à une vérité, la richesse ne se mesure pas en solde bancaire, mais en liens humains, dans les vies que nous touchons et l'amour que nous partageons. Il m'a appris que les investissements les plus significatifs que nous puissions faire ne sont pas financiers, mais humains. Parfois,